Échec international, soyez les bienvenus. Juste avant l'été, alors que le génocide contre les Palestiniens de Gaza a été attesté, l'entité sioniste a multiplié par 4 son budget de propagande pour le porter à 730 millions de dollars. Propagande sioniste ou ce que l'on nomme la Hasbara, l'explication en hébreu. Comment rendre l'anormal normal ou décrédibiliser tout mouvement de résistance en mouvement terroriste ou encore vider de sa substance l'accusation de génocide, notamment à travers des campagnes sur les réseaux sociaux surtout. Comment contrer le réel quand celui-ci nous déplaît? Les analystes sionistes multiplient les efforts et ont des émissaires à plusieurs niveaux. A tout de suite pour en parler. Une image ternie du côté de leurs défenseurs comme aux États-Unis où l'American First aurait été remplacé par l'Israel First, l'effondrement mondial d'une image pourtant qu'on défend à coût de centaines de milliards de dollars, 730 millions du côté des sionistes. C'est la somme que certains stratèges du côté de Netanyahou pensent suffisante pour mettre sous le boisseau le génocide à Gaza, la réalité de l'occupation, les assassinats ciblés, l'emprisonnement d'adolescents et surtout le nettoyage ethnique des Palestiniens, pour ne citer que ces exemples. Parlons justement de la Hasbara avec un connaisseur en la personne de Jacob Cohen. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un grand plaisir. Toujours un plaisir, auteur, analyste, merci encore une fois d'accepter notre invitation. Franco-marocain, avant de parler du sujet du jour, la crise à Ceuta, le 30 et 31 juillet, 72 000 personnes sont parvenues à rejoindre illégalement l'enclave espagnole. Certains Marocains ont été déposés par camions entiers sous l'œil impassible des forces de l'ordre, ont été déposés sous les yeux des policiers tout simplement. On le sait, ce mouvement a été provoqué par une rumeur partagée en masse sur les réseaux sociaux. Le message diffusé affirmant que la frontière était désormais ouverte avec l'Espagne. On déplora finalement 72 morts. Il s'agit d'une version abrégée d'une décision de justice ou bien d'une manipulation, on ne sait pas encore. Mais cette ambiguïté mérite que je vous pose la question, Jacob Cohen. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette crise qu'on appelle la crise de Ceuta, tout simplement? Et d'après maintenant, les informations sont sorties et il apparaît que c'était un coup monté, c'est-à-dire que le Maroc a servi de proxy pour Israël et l'Amérique qui voulaient punir l'Espagne. Il y a certains éléments qui le confirment. D'abord, le Maroc et l'Espagne s'entendent très bien depuis de nombreuses années pour contrôler tout mouvement migratoire vers Ceuta. Et donc, si le Maroc n'a pas assumé sa part de responsabilité, c'est qu'il l'a bien voulu, il l'a fait volontairement. Deuxièmement, il y a tout un ensemble. Vous savez, il y a eu des déclarations d'organisations sionistes américaines, du département américain qui, dès le mois de mars, coïncidant avec le refus espagnol d'autoriser les avions américains et les positions de l'espace. Il y a eu des déclarations, Ceuta et Melilla, colonie espagnole, devaient retourner à la mère patrie marocaine. Or, je pense, enfin je ne sais pas si je me trompe, mais c'est la première fois que j'ai entendu des officiels ou des organisations non officielles américaines s'inquiéter du caractère colonial de Ceuta et Melilla. Ce sont des présides espagnols qui existent depuis le XVIIe siècle, mais en fait depuis l'indépendance du Maroc en 1956. Cette question, à ma connaissance, n'a jamais été évoquée, et même les Israéliens aussi ont trouvé tout à coup un intérêt extraordinaire à faire libérer Ceuta et Melilla. Donc, tout ça fait qu'il y a cet ensemble de présomptions, de construction d'une espèce d'ambiance, d'atmosphère, pour faire croire à une espèce de reprise de ces colonies qui retourneraient à leur propriétaire légitime, le Maroc. Ici, je ne discute pas du caractère légitime ou pas. Je parle d'un fait. Curieusement, Gibraltar, de l'autre côté du détroit, est toujours occupé par les Britanniques.
Et ce territoire n'a jamais suscité l'intérêt, par exemple, du département d'État américain ou des Israéliens, qui trouvent normal d'occuper. Donc tout ça m'incite à dire, et d'ailleurs, vous avez vu les jeunes qui sont partis, vous savez, il y a eu des mouvements vers ce temps, mais en général, concernés 1000, 2000, mais là, 70 000 comme ça d'un coup, des jeunes qui n'avaient rien, qui Alors, sortaient probablement d'un stade de football et qui ont été amenés là, voilà. Alors, au fond, on n'est pas loin du sujet du jour, à savoir la hasbara, le concept Oui. de propagande, qui veut dire en hébreu l'explication. Mais au-delà, détaillez pour nos téléspectateurs ce que c'est la hasbara à travers le temps, si jamais ils ignoraient le terme. Donnez-nous votre conception de cette, oui, de cette doctrine ou de cette mesure ou de ce concept. En fait, la Hasbara israélienne ne serait rien sans euh, l'implication de dizaines de milliers d'agents d'influence juifs bien infiltrés dans tous les secteurs stratégiques des pays occidentaux et qui travaillent pour le Mossad. Il n'y a jamais eu dans l'histoire des pays, des relations internationales, un État qui pouvait disposer à l'étranger. La France, par exemple, pouvait bénéficier de quelques Français installés ici ou là, bien sûr. Les Américains, pareil. Mais il se trouve qu'Israël peut compter sur 1 million des membres du Bnei Brit, c'est-à-dire la franc-maçonnerie juive mondiale. Et ce million, c'est le gratin des juifs du monde entier. Quand je dis le gratin, ça veut dire le top du top, des ministres, des députés, des universitaires, des producteurs de cinéma, etc., etc. Et une bonne partie de ce million, que j'estime être à 50 000, ont accepté dès 1959. Le Mossad a eu cette idée de génie d'embarquer 50 000 juifs qui vivent aux États-Unis, principalement aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, qui occupent des positions dans les médias, dans le cinéma, l'université, la banque, les militaires, etc., pour travailler pour le Mossad, au risque même contre l'intérêt de leur propre pays. C'est-à-dire des juifs français vont travailler contre les intérêts de la France pour servir le Mossad. Exemple concret, des juifs français, je tire cela du livre de Victor Ostrovsky, un ancien agent du Mossad, qui racontait en détail cette affaire. La France avait une centrale nucléaire en Irak, et ce sont des agents juifs français infiltrés dans les milieux appropriés qui ont aidé le Mossad à identifier ces scientifiques irakiens et à les faire assassiner grâce à l'implication de ces juifs français. La Aux fameuse mission aux États-Unis, Irak. voilà. Aux États-Unis, ils sont, j'estimerais, à peu près à 15 000 le nombre Alors, de ces juifs américains, qui se disent américains, mais qui travaillent pour le Mossad. Alors, ils sont à Hollywood, ils sont dans la banque, ils contrôlent 90% des parlementaires, etc. ils sont Donc, même en sur les fait, réseaux là, sociaux, Jacob Cohen, ils sont même sur Internet, la sphère du net, puisque je donne cette information, Google et YouTube ont signé un accord en septembre 2025 de 45 millions de dollars avec l'entité sioniste pour diffuser des messages liés à Gaza, la propagande tout simplement. Le but étant de nier le génocide, le massacre massif d'enfants et l'absence de famine. On parle d'une entreprise, ce que vous me décriviez au fond, c'est une entreprise mondiale de désinformation tout simplement. tout à fait. D'ailleurs, par exemple, le propriétaire de Facebook, c'est un copain Netanyahou, donc il ne peut rien lui refuser. Et donc, tout le travail de Facebook a été d'éliminer toute critique qui pourrait gêner Israël. Par exemple, en octobre 2025, un grand milliardaire juif sioniste américain, c'est le patron d'Oracle, je crois que c'est la troisième ou quatrième fortune mondiale, qui a racheté TikTok Amérique pour supprimer les vidéos qui gênaient sur Gaza, qui a racheté une compagnie, comment elle s'appelle déjà,
une compagnie de cinéma Paramount, et qui a racheté CBS, une des chaînes, et qui a déclaré carrément c'est pour défendre Israël. Vous avez par exemple Hollywood, vous avez Suzanne Sarandon, un exemple concret. Suzanne Sarandon est une très grande actrice oscarisée qui, parce qu'elle a pris des positions pour Gaza, s'est vue refuser tout travail à Hollywood. Elle n'a plus d'argent, elle n'a plus de contrat. Quelle est cette force à qui appartient Hollywood pour pouvoir faire ça? Donc en fait, et je regrette d'ailleurs que des universitaires, des journalistes, il y a une sorte de peur de parler de ces agents juifs implantés dans le cœur des pays occidentaux. Qu'en est-il de et la qui France? travaillent dans l'intérêt d'un pays étranger. Qu'en est-il de Pardon? la France? Par exemple, je suis tombé sur cette Mais information, elle émane de bon, Mediapart, qui rapporte le 11 novembre dernier que le Sénat en France abriterait un colloque financé par l'entité sioniste à hauteur de 72 000 euros, organisé par le lobby Elnet, qui est un sous-traitant du ministère de la propagande sioniste en Europe, c'est-à-dire la Hasbara. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au cas de la France? Qui sont les porteurs de cette Hasbara, justement, au sein des médias français? alors en France, à partir de 1959, la création des Sayanim, donc instruction a été donnée aux juifs journalistes, par exemple dans les médias, Yvan Levaille, Anne Sinclair, Jean-Pierre Elkabbach, etc., et qui ont fait en sorte de purifier les médias français de toute présence arabe ou pro-arabe. Et d'ailleurs, le résultat est là. Vous ne trouverez jamais une tendance arabe ou pro-arabe, que ce soit sur France Culture, France Inter, TF1, France 2, etc., etc. Et donc, on a tous ces centaines de journalistes ont accepté de travailler pour une puissance étrangère et à qui ils rendent des comptes. Et en dehors des médias, il y a tout le reste. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, sans citer de nom, mais chacun fera ses recherches, les deux personnes juives sionistes contrôlent 60% du marché publicitaire français. Quand on sait ce que veut dire la publicité, les marchés publicitaires, ça veut dire que tous ceux qui doivent travailler pour la publicité, ils savent qu'ils doivent s'écraser et ne jamais rien dire ou faire qui puisse contrecarrer les désirs de ces deux personnages. Voilà. Alors, Mais on peut. Oui, justement, plusieurs médias européens, puisqu'on arrive oui. au sujet des médias qui sont influencés par ces agents, les Sayanim, qui utilisent justement la Hasbara. Alors, on l'a dit, c'est une opération mondiale de désinformation, tout simplement. La chaîne publique allemande DW, qui parle de dizaines de millions de dollars dépensés en Hasbara sur YouTube, X et plusieurs médias européens, avec un message clair en somme. Ce qu'on retient, c'est que Israël serait le bouclier des valeurs occidentales au Moyen-Orient, et également une autre thématique phare, c'est que l'extrême droite n'est pas le problème qui menacerait l'Europe, mais le problème, c'est ce que l'on nommerait l'islam radical. C'est ce type de message qu'on entend un peu partout dans les médias occidentaux, mais notamment européens. Oui, Pourquoi? en fait, Pourquoi ce changement, parce que, pourquoi ce glissement sémantique, ce changement tout simplement de message à travers les années? vous savez, quand j'ai découvert les Sayanim dans les années 90, c'est comme si j'avais découvert une clé pour décoder la politique en France et ailleurs, mais en France, par exemple. Et là, j'ai compris une chose, par exemple, que euh, dans les années 80, il y a eu la marche des beurs. Et cette marche des beurs était, c'est-à-dire des dizaines de milliers de beurs qui s'offraient à la République française. Il n'y avait ni voile, ni slogan extrémiste. Ils voulaient s'offrir à la France. Voilà. Nous sommes des citoyens français laïcs et avec les valeurs de la République. Et il y a eu un signal d'alarme qui a sonné dans la tête du Mossad et qui a chargé Bernard-Henri Lévy et ses copains, Julien Drey, etc.,
de faire en sorte de bloquer ce mouvement. Parce qu'il fallait absolument arrêter l'intégration des Maghrébins en France parce qu'ils auraient pu obtenir des places importantes dans le pays et devenir des citoyens respectables. Et là, c'était le danger colossal pour le lobby, pour le Mossad et pour le lobby sioniste. Donc, il fallait arrêter ce processus. Donc, ils ont créé SOS Racisme, c'est-à-dire pour s'occuper du racisme, alors que SOS Racisme est une filiale de l'Union des étudiants juifs de France. Ils ont commencé, dès cette époque-là, on a commencé à parler de quartiers perdus de la République. On a commencé à dire que l'islam posait un problème en France, etc., etc. Et quand on parlait de l'islam et des musulmans en France dans les télévisions françaises, qui était là pour parler de ça? On n'invitait pas des Maghrébins. Il y a des milliers d'universitaires d'origine maghrébine. On ne les a jamais invités. On invitait Bernard-Henri Lévy, on invitait des Sayani, on invitait des juifs sionistes qui parlaient des musulmans, qui parlaient de la manière de transformer le Coran, de le moderniser, etc. Donc, le lobby sioniste s'est accaparé du combat pour les Maghrébins et l'a retourné contre eux. Vous savez, c'est pas du tout un hasard si les Maghrébins aujourd'hui, après 30 années de harcèlement, en sont là aujourd'hui par rapport à la République française. C'est un travail mené de main de maître par le lobby sioniste pour décrédibiliser et pour éloigner les Maghrébins de toute position intéressante en France. Et l'alliance avec l'extrême droite allait aussi dans ce sens. C'est-à-dire, alors que par exemple, quand il y a eu Kurt Waldheim, qui a été chancelier en Autriche dans les années 70, Israël avait rompu ses relations diplomatiques avec l'Autriche. Depuis les années 90, il y a par exemple deux grands personnages des Sayanim notoires qui sont Goldnadel et Elisabeth Lévy, ont fait tout le travail pour récupérer l'extrême droite française et les autres mouvements d'extrême droite européens pour soutenir le sionisme. Et aujourd'hui, les plus grands soutiens du sionisme sont ces mouvements d'extrême droite. À bien observer en tout cas, on retrouve à la tête de l'islamophobie en France et de la nouvelle extrême droite des idéologues sionistes, juifs qui nous vendent d'ailleurs souvent la guerre civile, le choc des civilisations comme imminente. On a les Zemmour, on a les Finkelkraut, on a Goldnadel. Bon, il y en a plein d'autres parce que la liste est un peu longue. Pourquoi, selon vous, on les laisse sévir dans les médias français et ça veut dire il nous parle d'un scénario catastrophe, tout simplement la guerre civile. Comment se fait-il qu'on les laisse faire après tant d'années? Il faut se poser la question, qui contrôle les médias? Voilà. C'est-à-dire, qui donne le là dans les médias? Les médias, certes, ils appartiennent à des milliardaires, à Bouygues, ou appartiennent à l'État, etc. Mais à partir du moment où les Sayanim ont été infiltrés dans les médias depuis 1959 et ont pris le contrôle de ces médias, eh ben, on déroule le tapis rouge à Éric Zemmour, on déroule le tapis rouge à Goldnadel, etc. Donc en fait, ça va très bien ensemble. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que les médias, il n'y a quasiment, enfin dans les médias français, il n'y a quasiment pas de Maghreb. Enfin, s'il y en a, c'est qu'ils ont accepté de servir la soupe sioniste. Voilà. Et il faut partir de cet état de fait que les médias en France, comme d'autres pays, mais on parle de la France en ce moment, je vous cite juste un exemple. Bernard-Henri Lévy, il est président de la commission de surveillance d'Arte, de la chaîne Arte depuis plus de 20 ans. C'est pas un hasard, c'est toujours dans un plan bien concocté depuis les années 80 pour que rien ne laisse aucune influence arabe ou pro-palestinienne, etc., ne puisse déranger la même missionniste sur ça. Et il faut le dire et le répéter parce que le fond du problème, c'est ça. De quel droit des gens qui se disent français, alors qu'ils travaillent pour un pays étranger, pour les intérêts d'un pays étranger, de quel droit ces agents
continue à contrôler des médias dits français. Voilà. Finalement, après tout ce qu'on s'est dit, sauf au niveau étatique des pays occidentaux, cette Hasbara, cette propagande, ne fonctionne plus après le génocide à Gaza, enfin, ne fonctionne plus avec autant d'efficacité qu'auparavant. Beaucoup d'Américains, par exemple, du mouvement MAGA s'interrogent sur le fameux Israel First, porté par les politiciens américains, notamment ceux qui représentent la Maison-Blanche. Est-ce que cette Hasbara est aussi efficace qu'on le dit? Visiblement non, puisque les stratèges sionistes sont obligés à chaque fois de rallonger l'enveloppe de dollars pour la nourrir et essayer d'en élargir les tentacules. Je crois qu'il est arrivé ce qui arrive, vous savez, l'hubris, ce qu'on appelle l'hubris, c'est-à-dire ce sentiment de puissance, et on se croit tout permis et on peut se permettre tout. C'est-à-dire, en fait, le sionisme, il va tomber parce que de trop de puissance, trop d'arrogance. En fait, le problème, c'est que d'abord, Gaza, c'était une première étape, mais elle n'était pas suffisante. C'est-à-dire que, vous savez, le mouvement sioniste en Amérique, il était tellement sûr de lui qu'il a obligé l'université américaine à interdire toute manifestation pro-palestinienne, à dire aux étudiants américains, nous avons vos noms. Lorsque vous terminerez votre diplôme, vous ne trouverez aucun travail à Wall Street, etc., etc. Sauf que il y a eu la guerre en Iran. Et pour moi, c'est un tournant extraordinaire. Ça veut dire, c'est vrai que l'affaire de Gaza a travaillé les gens, etc., mais la guerre en Iran a précipité ce mouvement et lui a donné une importance fantastique. C'est-à-dire que aujourd'hui, aux États-Unis, pratiquement 9 Américains sur 10 savent que cette guerre a été faite pour Israël. C'est la guerre d'Israël, c'est la guerre d'Epstein. Si le prix du gallon est passé à 4 dollars, c'est à cause d'Israël, etc. Et relayer ce message et relayer ce qu'on ne trouve pas en Europe. Et ça, je rends hommage à la liberté d'expression, au courage des Américains et à leur sens de la liberté d'expression. Il y a des gens comme Scott Ritter, etc. Enfin bon, je ne peux pas tous les citer, mais j'en connais une dizaine qui ont entre 6 et 8 millions d'abonnés et qui matraquent, qui font chaque jour des vidéos extraordinaires sur la puissance du lobby. Vous savez, le lobby, par exemple, juste il y a une semaine, il y avait une primaire pour le poste de sénateur. Donc, il a mis 62 millions de dollars pour appuyer une dame. Eh bien, c'est Youssouf, quelque chose, j'ai oublié le nom malheureusement, mais c'est un radical musulman pro-palestinien qui l'a emporté et qui pourra devenir sénateur. Et ce schéma se répète des dizaines de fois aux États-Unis. Et je pense que le bouleversement, la chute du sionisme va venir de l'Amérique. Mettre beaucoup d'argent pour la propagande est une vitrine peut-être, mais est-ce que ça ne voilerait pas une réalité dont vous avez souvent parlé, à savoir cette société sioniste qui est moins unie qu'on le penserait? Oui, parce que en fait, d'abord, vous savez, c'était une fausse image de croire que tous les Juifs étaient derrière Israël et Netanyahou. Moi, j'estime en général, il y a un tiers des Juifs en France, en Occident, qui sont derrière Israël, ce qui est déjà pas mal. Sauf que les Juifs américains, et surtout les jeunes, on estime aujourd'hui qu'un Juif américain sur deux, ou même 2 sur 3, sont contre Netanyahou, sont contre Israël, sont contre le génocide, etc. Rappelez-vous une chose, Mamdani à New York a été élu grâce au vote juif. Il y a le tiers des juifs new-yorkais qui ont voté pour lui. Donc c'est un mouvement fantastique. C'est-à-dire que même les juifs sont en train d'échapper au contrôle sioniste. Et on voit, il y a un affolement fabuleux, c'est-à-dire que les Israéliens ont cru qu'ils avaient l'Amérique dans leur poche et que ça sera toujours comme ça. Et je pense qu'ils ont commis l'irréparable avec la guerre en Iran. Et là, le vent est en train de tourner et même ils peuvent investir tout l'argent qu'ils veulent. Et d'ailleurs, ils investissent des dizaines de millions pour faire élire le candidat et sans succès. Et quand j'écoute les commentateurs américains, c'est un plaisir de voir à quel point, vous savez, aujourd'hui, des députés américains, ils ont tellement la honte d'être soutenus par l'AIPAC
que dans leur publicité, ils disent je ne reçois pas d'argent de l'AIPAC, etc. Très bien. Le vent est en train de tourner aux États-Unis. Parfait, merci beaucoup Jacob Cohen. Malheureusement, on arrive à la fin de notre émission. Merci d'avoir été des nôtres à l'échiquier international du jour. Je vous dis à bientôt et on essaiera de faire beaucoup d'autres émissions sur les sujets que vous avez évoqués parce que c'est des sujets profonds et qui demandent moult discussions. À bientôt. L'échiquier international se conclura ici. Merci pour votre attention et on se dit à demain.